Loi 32. Toucher l'imagination. Principe. On fuit la vérité quand elle est laide et déplaisante. Ne rappelez jamais la réalité, sous peine d'avoir à affronter la colère, fille de la déception. La vie est si dure et si angoissante que ceux qui l'enjolivent par de belles histoires sont tels des oasis dans le désert. Tout le monde afflue vers eux. C'est un grand pouvoir que de savoir exploiter l'imagination des masses. Respect de la loi. La cité-État de Venise était prospère depuis si longtemps que ses citoyens croyaient leur république sérénissime bénie des dieux. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, son quasi-monopole du commerce, avec les échelles du Levant, en avait fait la cité la plus prospère d'Europe. La République était gouvernée pour le plus grand bien de tous, et les Vénitiens jouissaient de libertés que peu d'autres Italiens connaissaient. Pourtant, au XVIe siècle, leur sort changea brusquement. La découverte du Nouveau Monde déplaça le pouvoir vers les côtes atlantiques de l'Europe, l'Espagne et le Portugal, puis plus tard la Hollande, l'Angleterre et la France. Venise ne pouvait rivaliser avec ces pays sur le plan économique, et son empire déclina. Le coup final fut porté par la perte désastreuse d'une possession de grand prix en Méditerranée, l'île de Chypre, qui tomba en 1570 entre les griffes des Turcs. Les familles de la noblesse vénitienne étaient ruinées, les banques fermaient. Tristesse et découragement s'abattirent sur la ville. Les Vénitiens avaient un passé glorieux qu'ils avaient eux-mêmes connu ou que leurs aînés leur avaient conté. Cet âge d'or n'était pas si loin. Ils se sentaient humiliés de leur déchéance. Les Vénitiens croyaient presque que la déesse Fortune ne faisait que leur jouer un tour et que le bon vieux temps reviendrait. Mais dans l'immédiat, que faire ? En 1578, des bruits coururent dans Venise. On annonçait l'arrivée d'un mystérieux individu nommé Bragadino, un maître de l'alchimie qui avait amassé une fortune ahurissante par sa capacité, disait-on, à produire de l'or grâce à une substance secrète. La nouvelle fit en un clin d'œil le tour de la cité. Quelques années plus tôt, un noble vénitien passant par la Pologne y avait entendu une prophétie selon laquelle Venise retrouverait sa gloire et son pouvoir d'antan si elle trouvait un homme connaissant l'art de l'alchimie. Alors, tandis que se répandait la rumeur de tout l'or que ce Bragadino possédait, les pièces qu'il faisait sans cesse teinter dans ses mains, les objets précieux qui emplissaient sa demeure, certains se prirent à rêver. Grâce à lui, leur cité allait redevenir prospère. Des membres des plus importantes familles de l'aristocratie vénitienne se rendirent ensemble à Brescia, où vivait Bragadino. Ils visitèrent son palais et l'observèrent avec crainte et admiration, tandis qu'il faisait la preuve de ses talents, prenant une pincée de minéraux apparemment sans valeur et les transformant en plusieurs onces de poussière d'or. Le Sénat de la ville se préparait à délibérer sur une invitation officielle lorsque soudain leur parvint une autre rumeur. Le duc de Mantoue appelait Bragadino à son service. Une fête magnifique allait être donnée au palais de Bragadino en l'honneur du duc. Tout y serait d'or pur, boutons des vêtements, vaisselle, couverts, etc. Inquiet à l'idée que Bragadino puisse leur préférer Mantoue, le Sénat vota aussitôt, à la quasi-unanimité, l'invitation de l'alchimiste à Venise, lui promettant tous les moyens dont il aurait besoin pour continuer à vivre dans le luxe, à condition qu'il vienne tout de suite. La même année, le mystérieux Bragadino arriva donc à Venise. Avec ses yeux noirs perçant sous des sourcils broussailleux et les deux énormes dogues noirs qui l'accompagnaient partout, il était impressionnant, inquiétant. Il s'installa dans un somptueux palais sur l'île de Giudecca et la République finança ses banquets, sa coûteuse garde-robe et ses moindres caprices.
une sorte de fièvre de l'alchimie s'empara de Venise. À tous les coins de rue, des colporteurs vendaient charbon, creusets, soufflets, alambics et manuels d'alchimie. Tout le monde s'y mit, sauf Bragadino. L'alchimiste ne semblait pas pressé de fabriquer l'or qui allait sauver Venise de la ruine. Assez étrangement, cela ne fit qu'augmenter sa popularité et le nombre de ses adeptes. Les gens affluèrent de toute l'Europe et même d'Asie pour rencontrer cet homme remarquable. Les mois passaient, les cadeaux pleuvaient de toutes parts, pourtant il ne donnait aucun signe du miracle que les Vénitiens, pleins d'espoir, attendaient de lui. Les citoyens finirent par s'impatienter. Est-ce qu'il se déciderait un jour? Les sénateurs les prévinrent de ne pas le soumettre à la pression. L'homme était diablement capricieux, il ne fallait pas le bousculer. Finalement, même la noblesse se posa des questions, et le Sénat fut sommé d'apporter des preuves de la rentabilité des énormes investissements engagés par la cité. Bragadino n'avait que mépris pour les sceptiques, mais il leur répondit. Il avait, disait-il, déposé à l'autel de la monnaie la mystérieuse substance à l'aide de laquelle il multipliait l'or. Il pouvait utiliser cette substance en une fois et doubler la quantité d'or, mais plus le processus se prolongerait, plus il serait fécond. Si on la laissait 7 ans scellée dans son tonneau, on obtiendrait 30 fois plus d'or. La plupart des sénateurs acceptèrent d'attendre ce pactole. D'autres explosèrent. Encore 7 ans à financer le train de vie royal de ce filou? De nombreux citoyens vénitiens partageaient ce sentiment. Finalement, les ennemis de l'alchimiste exigèrent qu'il produise la preuve de ses talents. Beaucoup d'or, et vite. Hautain, apparemment tout dévoué à son art, Bragadino répondit que Venise, dans son impatience, l'avait trahi et perdrait par conséquent ses services. Il quitta la ville, se rendit d'abord non loin de là, à Padoue, puis en 1590 à Munich, sur l'invitation du duc de Bavière. Le duché, qui, comme Venise, avait connu une grande prospérité, mais avait fait faillite par excès de prodigalité, espérait lui aussi redorer son blason grâce au service du célèbre alchimiste. Là, Bragadino retrouva le confortable arrangement qu'il avait connu à Venise, et le scénario se répéta. Interprétation. Le jeune chypriote Mamougna avait vécu à Venise plusieurs années avant d'y revenir en tant qu'alchimiste sous le nom de Bragadino. Il avait senti quelle tristesse pesait sur la cité, combien chacun espérait la rédemption d'où qu'elle vînt. Tandis que d'autres charlatans misaient sur les tours de passe-passe, Mamougna, lui, misa sur la nature humaine. Venise était sa cible depuis le début. Il voyagea à l'étranger, amassa quelque argent par sa fausse alchimie, puis retourna en Italie où il ouvrit boutique à Brescia. Là, il se fit une réputation qui, il le savait, allait s'étendre jusqu'à Venise. À distance, elle n'en aurait que plus d'effet. Tout d'abord, Mamougna ne se donna pas la peine de faire la démonstration de ses prétendus talents d'alchimiste. Son palais somptueux, ses tenues élégantes, le cliquetis des pièces d'or dans sa bourse, tout cela fournissait des arguments irréfutables à toute personne sensée. C'est ainsi que s'établit le cycle qui allait le faire vivre. Son évidente prospérité confirmait sa réputation d'alchimiste. Sur la foi de quoi des maîtres comme le duc de Mantoue lui donnaient les moyens de vivre dans l'opulence, ce qui donnait plus de force encore à sa réputation, et ainsi de suite. Ce n'est qu'une fois cette renommée établie, lorsque tous les grands personnages se battirent pour la voir, qu'il se soumit à la triviale nécessité de montrer ses pouvoirs. Mais à cette époque, les gens étaient faciles à duper. Ils voulaient tant y croire. Les sénateurs vénitiens étaient si crédules qu'ils ne remarquèrent pas dans sa manchette le tube en verre plein de poudre d'or dont il saupoudrait les pincées de minéraux. Brillant et capricieux, il était l'alchimiste de leurs rêves. Nimbé d'une telle aura,
Il était au-dessus de tout soupçon. Tel est le pouvoir des chimères qui nous obsède, particulièrement en période d'austérité et de déclin. Les gens attribuent rarement leurs problèmes à leurs propres méfaits ou à leur stupidité. Les responsables, ce sont les autres, le monde, les dieux. C'est pourquoi le salut, lui aussi, vient d'ailleurs. Si Bragadino était arrivé à Venise avec une analyse détaillée des causes du déclin économique de la cité, s'il avait exposé les étapes incontournables pour redresser la situation, on lui aurait ri au nez. La réalité était trop sordide, le remède trop douloureux. Des efforts similaires à ceux que leurs ancêtres avaient fournis pour créer un empire. Le fantasme, en revanche, en l'occurrence le mirage alchimique, offrait une solution tellement plus facile et plus agréable. Pour gagner du pouvoir, vous devez apporter du plaisir à ceux qui vous entourent, et le plaisir vient par l'imagination. Ne promettez jamais une amélioration progressive grâce à un dur labeur. Promettez plutôt la lune, une grande et soudaine métamorphose, un creuset rempli d'or. Aucun homme ne doit désespérer de propager les hypothèses les plus extravagantes, s'il a le talent de les présenter de la façon la plus favorable. David Hume, 1711-1776. Les clés du pouvoir. L'imagination ne fonctionne jamais seule. Elle se développe sur un terreau de platitudes et de banalités. C'est le caractère oppressant de la réalité qui permet à l'imagination de prendre racine et de s'épanouir. Pour la Venise du XVIe siècle, c'était le déclin et la perte de son prestige. En réaction se développa une fable promettant un retour soudain des gloires passées par le miracle de l'alchimie. Tandis que la réalité ne faisait que s'assombrir, les Vénitiens caressaient le rêve d'un monde dans lequel leur cité recouvrerait d'un coup sa fabuleuse prospérité et son pouvoir, transformant la poussière en or. Quiconque est capable d'élaborer une histoire à partir d'une réalité angoissante à vivre dispose d'un pouvoir indicible. Si vous cherchez une chimère qui est une emprise sur les masses, ne perdez pas de vue les vérités banales qui pèsent lourdement sur nous tous. Ne vous laissez pas distraire par les tableaux prestigieux que brossent les gens d'eux-mêmes et de leur vie. Creusez pour découvrir ce qui réellement les ligote. Une fois que vous l'aurez trouvé, vous disposerez de la clé magique qui vous ouvrira toutes les portes. Bien que les époques et que les personnes changent, examinons quelques-unes des réalités angoissantes de la vie et les opportunités de pouvoir qu'elles fournissent. La réalité, le changement est lent et progressif. Il nécessite des efforts, un peu de chance, quelques sacrifices et beaucoup de patience. La chimère, un coup de baguette magique modifie le destin instantanément, sans effort ni sacrifice. C'est, par excellence, l'illusion promise par tous les charlatans qui rôdent encore parmi nous. Et ce fut la clé du succès de Bragadino. Promettez un changement radical. Les pauvres deviennent riches, les malades recouvrent la santé, les malheureux le bonheur, et vous aurez des disciples. Comment Léonard de Tourneisser, grand charlatan allemand du XVIe siècle, s'y prit-il pour devenir médecin à la cour du grand électeur de Brandebourg, sans avoir jamais étudié la médecine? Au lieu de proposer des amputations, des sangsues et des purges amères, les médicaments de l'époque, Tourneisser offrait de délicieux élixirs et promettait une guérison immédiate. Les courtisans à la mode plébiscitaient sa solution d'or buvable, qui coûtait une fortune. Si une maladie inexplicable vous terrassait, Tourneisser consultait un horoscope et prescrivait un talisman. Qui peut résister à pareil rêve? La santé et le bien-être sans sacrifice ni douleur. La réalité. La société possède des codes et des conventions bien établis. Nous comprenons ses limites et nous nous savons prisonniers de son cercle étroit. La chimère,
nous pouvons pénétrer dans un monde totalement nouveau, avec des codes différents et une promesse d'aventure. Au début du XVIIIe siècle, à Londres, on ne parlait que d'un mystérieux étranger, un jeune homme appelé George Psalmanazar. Il était originaire d'un pays quasi légendaire aux yeux des Anglais, l'île de Formose, l'actuel Taïwan, au large de la côte chinoise. L'université d'Oxford engagea Psalmanazar pour enseigner la langue de son île. Quelques années plus tard, il traduisit la Bible dans cette langue, puis écrivit un livre, qui fut immédiatement un best-seller, sur l'histoire et la géographie de Formose. La famille royale l'entretint somptueusement, et partout où il allait, il distrayait ses hôtes avec des récits merveilleux sur son pays et ses coutumes étranges. Après la mort de Psalmanazar, son testament révéla qu'il était un Français de pure souche, doté d'une exubérante imagination. Tout ce qu'il avait raconté sur Formose, son alphabet, sa langue, sa littérature, sa culture, il l'avait inventé, s'appuyant sur l'ignorance des badauds anglais pour échafauder une histoire complexe qui assouvissait leur désir d'exotisme et d'insolite. Le contrôle rigide que la société britannique de l'époque exerçait sur la vie fantasmatique lui avait fourni l'occasion idéale d'exploiter la frustration qui en résultait. De l'exotisme à l'érotisme, il n'y a qu'un pas, vite franchi, à condition de ne pas devenir trop explicite. En effet, le tangible tue l'imaginaire. On se lasse de ce que l'on possède. Maintes courtisanes l'ont appris à leurs dépens. Les charmes d'une maîtresse ne font que stimuler chez son amant le désir d'autres délices dans la personne d'une nouvelle beauté à conquérir. Pour conférer du pouvoir, l'imagination doit rester, jusqu'à un certain degré, désincarnée, virtuelle. La danseuse Mata Hari, par exemple, qui fit courir le tout Paris avant la Première Guerre mondiale, était physiquement assez quelconque. Son pouvoir provenait des fantasmes qu'éveillait son allure étrange et exotique, insolite, indéchiffrable. Elle manipulait son public non tant par le simple érotisme que parce qu'elle brisait un tabou social. Un autre attrait de l'exotisme est qu'il fait fuir la grisaille et l'ennui. Plus d'un escroc joue du désir d'évasion et de la soif d'aventure qui taraude l'employé de bureau moyen. Prenez une épave de galion espagnol, mettez-y une señorita mexicaine plutôt sexy, ajoutez l'intervention éventuelle du président d'une république sud-américaine, voilà les ingrédients d'un montage qui peut marcher très fort. La réalité, la société est divisée et secouée de conflits. La chimère, une union mystique des âmes peut créer la cohésion. Dans les années 1920, l'escroc Oscar Hartzell fit rapidement fortune grâce à la bonne vieille arnaque dite de Sir Francis Drake. Elle consistait à promettre à un quelconque naïf portant le nom de Drake une part substantielle du prétendu trésor du fameux flibustier, trésor qu'Hartzell aurait découvert. Des milliers d'habitants du centre des États-Unis tombèrent dans le piège, qu'Hartzell transforma intelligemment en croisade contre le gouvernement et contre quiconque tentait de priver de la fortune de Drake ses héritiers légitimes. Les Drake spoliés se liguèrent avec une ferveur quasi mystique, organisant d'émouvants meetings. Promettez l'union sacrée et vous serez investi d'un grand pouvoir. Un pouvoir dangereux qui peut facilement se retourner contre vous. C'est un fantasme très prisé par les démagogues. La réalité, la mort. Les morts ne reviennent pas de l'au-delà. Le passé est irréversible. La chimère, un soudain retournement de ce fait intolérable. Cette escroquerie existe sous de nombreuses variantes, mais elle nécessite beaucoup de talent et de subtilité. Vermeer est depuis longtemps reconnu comme un artiste majeur, mais ses peintures sont excessivement rares et quasiment introuvables. Pourtant, dans les années 1930,
des Vermeers commencèrent à apparaître sur le marché de l'art. Les experts pressentis pour les examiner les authentifièrent. Ces nouveaux Vermeers représentaient le couronnement d'une carrière de collectionneur. C'était comme la résurrection de Lazare. Étrangement, Vermeer était revenu à la vie. On avait remonté le temps. Bien plus tard, on apprit que ces tableaux étaient en fait l'œuvre d'un faussaire hollandais, Han van Meeren. Il avait choisi d'imiter Vermeer parce qu'il avait compris ce qui nourrit l'imaginaire des foules. Les peintures semblaient authentiques précisément parce que le public, comme les experts, voulait désespérément les croire vraies. Souvenez-vous, la clé du fantasme est la distance. Ce qui est loin est attrayant, prometteur, simple et sans problème. Ce que vous offrez doit rester insaisissable. Ne le laissez jamais devenir familier. Le mirage, par définition, est inaccessible. Il s'évanouit dès qu'on s'en approche. Ne décrivez jamais trop explicitement la chimère que vous proposez. Restez vague. Vous êtes marchand de rêves. Laissez votre victime s'en approcher assez près pour être tentée, mais maintenez-la assez loin pour qu'elle continue à rêver. Image, la lune. Inaccessible, éternellement changeante, elle disparaît puis réapparaît. On la contemple de loin, on l'imagine, on s'interroge, on se languit. Elle suscite constamment le rêve sans jamais être saisissable. N'offrez pas ce qui est évident. Promettez la lune. Autorité. Un mensonge est un miroir aux alouettes, une mystification qui peut se transformer en rêve, se travestir de mysticisme. La réalité est froide, sans fantaisie ni charme. Un mensonge a bien plus de saveur. Le plus détestable personnage au monde est celui qui dit toujours la vérité, qui n'invente jamais rien. Je trouve bien plus intéressant et rémunérateur de raconter des histoires que de dire la vérité. Joseph Yellow Kid Weil, 1875-1976. A contrario, si l'imaginaire des masses est une mine de pouvoir, c'est aussi un terrain miné. L'imaginaire recèle habituellement un côté ludique. Le public se doute vaguement qu'il est trompé, mais le fantasme l'emporte, par le plaisir qu'il apporte et la distraction momentanée qui soulage de la banalité du quotidien. Aussi, regardez où vous mettez les pieds. Ne vous approchez jamais trop près du filon que vous exploitez. Il peut vous sauter à la figure. Lorsque Bragadino s'établit à Munich, il constata que les austères bavarois avaient moins de foi en l'alchimie que les bouillants vénitiens. Seul le duc y croyait vraiment, parce qu'il avait désespérément besoin d'aide pour se sortir de l'ornière. Tandis que Bragadino jouait son jeu habituel, faire attendre et accepter les cadeaux, le public grondait de façon de plus en plus menaçante. L'argent avait été dépensé, mais sans résultat. En 1592, les Bavarois exigèrent que justice soit faite, et Bragadino fut pendu haut et court. Il avait promis sans tenir ses engagements, selon son habitude, mais cette fois, il avait surestimé la patience de ses hôtes. Son incapacité à entretenir leurs rêves lui fut fatale. Une dernière chose. Ne faites jamais l'erreur de croire que l'imaginaire est toujours fantastique. Il contraste sans aucun doute avec la réalité, mais la réalité dépasse parfois tellement la fiction que le fantasme peut au contraire exprimer un désir de simplicité. Ainsi, l'image de campagnard barbu que se forgea Abraham Lincoln fit de lui le président des gens simples. P.T. Barnum réussit un coup de maître en créant le personnage du général Tom Pouce, un nain en uniforme de dictateur qui singeait les Napoléons de ce monde et les tournait malicieusement en ridicule. Son spectacle ravit tous les publics, jusqu'à la reine Victoria, car il faisait appel à l'imaginaire de l'époque. Foin de ces altiers monarques, place à l'homme de la rue. Tom Pouce prenait le contre-pied des habituels ingrédients du fantasme, l'étrange et l'inconnu.
Mais ce contre-exemple n'en obéit pas moins à la loi, car il est sous-tendu par l'idée que l'homme ordinaire est exempt de tout souci et vit plus heureux que les riches et puissants. Lincoln et Tom Pouce s'appuyèrent tous deux sur le concept d'ordinaire, mais sans le banaliser. Si ce type de personnage devient trop familier, il cesse en effet de fonctionner comme fantasme.